On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, l'extension des chantiers de la ville de Cayenne dans le cadre du plan de développement et de rénovation urbaine de 2008. Un avenant a été co-signé par la mairie, la préfecture et la CTG ce matin. La première pierre d'un nouveau hall sportif a été déposée. La décision du juge des référés en réponse à la demande de la CACL est tombée. Le conflit se poursuit, mais il devra cesser d'entraver l'entrée de la régie communautaire des transports route de la Madeleine. Les grévistes ne démordent pas. Enfin, un séminaire sur la protection de l'enfance. Plusieurs spécialistes s'interrogent ensemble sur la question depuis ce matin. Aujourd'hui, l'outre-mer était à l'honneur autour de problématiques communes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais, Cayenne poursuit ses travaux et élargit sa liste de grands chantiers. Ce matin, un avenant a été co-signé par le maire, le préfet et la CTG en ce sens. La zone de travaux concernée par le plan de développement et de rénovation urbaine de 2008 a été étendue à de nouveaux secteurs de la capitale. Dans le cadre de ce programme, le quartier des Floralies disposera d'ici quelques mois d'un complexe sportif. La pose de la première pierre du hall Serge Marigard a eu lieu ce matin. Jonathan Lariot. Ce n'est pour l'instant qu'un terrain vague, mais cet espace, situé à côté de la cité Floralie, accueillera bientôt un nouveau gymnase. Ce matin, la maire de la ville a ainsi posé la première pierre de cet édifice, au nom de Serge Marigard. Il devrait accueillir des compétitions sportives de haut niveau. Une initiative qui surfe sur la vague du PDRU, le plan de rénovation urbaine prévu par la ville de Cayenne pour ses différents quartiers. Le projet est constitué d'un complexe sportif pouvant accueillir des compétitions et de 2 terrains de basket extérieurs. Les 2 terrains de basket ont été déjà livrés pour répondre aux besoins des habitants. Et ensuite, là, on commence la construction du bâtiment pour une durée d'environ 16 mois. Mais ces investissements ne sont possibles que par l'apport financier de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. La ville de Cayenne a bénéficié d'un avenant quant aux investissements accordés au plan de rénovation. Ce matin, un programme de préfiguration basé sur une étude de 2 ans a été signé afin de déterminer la suite des actions. Ce sont de nouvelles cités en fait qui vont être impactées par ce projet, comme le village chinois, Enzila, Brutus, Cité Anatole, parce que les personnes tous les jours se posent des questions. On ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir signé le protocole de préfiguration pour pouvoir justement montrer à cette population que maintenant nous allons nous occuper de ces citoyens qui habitent dans ces cités, effectivement qui sont dans l'insalubrité et je pense plus qu'il y aura reconstruction plutôt que réhabilitation. Pour l'instant, aucun montant n'est estimé pour la suite du PDRU, mais le montant final des investissements devra être soumis à l'ANRU d'ici 2018. Dans l'actualité également, la CACL l'avait réclamé, le juge des référés a tranché. Les grévistes de la régie communautaire des transports ont 24 heures pour libérer l'accès au site. La présidente appelle également à la reprise du service public, mais l'UTG ne compte pas en rester là. Les grévistes maintiennent le piquet. On écoute un des représentants du mouvement au micro de Caroline Alcide. La justice a décidé qu'on quitte les lieux, mais nous continuons notre grève. Quand on commence une grève, il faut aller jusqu'au bout. Nous avons des points de revendication. Tant que nous n'aurons pas traité ces points de négociation, nous allons continuer. Là, nous sommes au point mort. Ils ne nous ont pas encore appelés, ils ne nous ont encore rien dit. Donc nous attendons leur appel pour pouvoir négocier. Après, nous, on est prêts à négocier selon certaines conditions. Nous attendons leur appel, ils connaissent nos conditions, donc on les attend. La condition, c'est négocier sans le directeur, parce que nous ne traitons pas avec le directeur. Le directeur, c'est un salarié comme nous traitons avec les élus. Nous, ce que nous ne comprenons pas, c'est que dans la CACL, il y a d'autres élus, et même les autres élus ne se soucient pas de ce mouvement. Vous prenez le maire de Mancineri, le maire de Montjoly, celui de Roura. Personne ne se soucie de ce mouvement, donc moi ça me paraît bizarre, puisque quand je vois M. Jean Ganti qui ne se soucie pas, M.
Le maire de Roura non plus, donc ça nous paraît bizarre, quoi. Parce que Madame Finera-Horth n'est pas seule à gérer la CAC. Un couvre-feu pour les mineurs, c'est l'idée du maire de Cayenne pour lutter contre la délinquance dans sa ville. Une stratégie répressive à l'étude en ce moment pour tenter de réduire le nombre de jeunes impliqués dans des cambriolages, règlements de compte et autres violences. L'idée pour Marie-Laure Finera-Horth est aussi de responsabiliser leurs parents. Écoutez ses explications. Moi, je rappelle aux parents que leur devoir est d'éduquer leurs enfants. L'école est là pour l'instruction des enfants. Et donc, moi, la solution que nous préconisons, c'est de signer un arrêté couvre-feu, mais il faut y mettre les moyens. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore signé, parce que nous y travaillons. Deuxièmement, s'associer avec la CAF, parce que nous devons responsabiliser les parents, parce que c'est trop facile de laisser libres leurs enfants de 11 à 15 ans dans les rues, qui provoquent des incivilités, qui agressent les personnes. Et il y a des solutions à trouver. Et moi, personnellement, j'ai le courage de dire que je vais signer un arrêté de couvre-feu dès lors qu'on aura réuni tous les moyens qu'il faut pour le faire respecter. Donc il nous appartient, nous, de leur imposer, de les éduquer et puis verbaliser les parents. Parce qu'on sera obligé de les convoquer pour venir récupérer leurs enfants. Et à partir de là, c'est de la répression. Et moi, je crois qu'à un moment donné, il faut passer à la phase répressive parce que la population est en souffrance et il nous faut trouver des solutions. Et je vous dis, d'après les analyses, il y a beaucoup de mineurs qui sont impliqués dans les agressions quotidiennes. Vous le savez, la visite de la ministre des Outre-mer en Guyane cette semaine a été annulée. Erika Barrette devait récupérer le document du pacte d'avenir pour une signature de l'État, mais suite au refus du président de la collectivité, le voyage a donc été reporté. Pour les 4 parlementaires guyanais, toutefois, cette signature relève de l'urgence. Ils ont co-signé aujourd'hui une motion pour l'adoption rapide du texte. Le groupe de députés et sénateurs interpelle la ministre des Outre-mer, le Premier ministre et le président de la République pour qu'ils réunissent les acteurs concernés afin de parvenir à une signature dans les plus brefs délais. Il espère devenir le futur président des Français. Le Guyanais Julien Deroche a lancé le mois dernier ses demandes de parrainage nécessaires au dépôt de candidature pour l'élection. Âgé de 52 ans, ce pompier de profession n'annonce pas de couleur politique. Il propose à la place d'apporter sa vision d'une valorisation de la communauté humaine au centre de toute politique. Il a précisé le contour de son programme au micro d'Ayodele Germa. Ma vision, c'est déjà une société basée sur le communautarisme, c'est-à-dire du tous pour un pour tous. Donc il faut sortir de ce système individualiste qui privilégie qu'une minorité, qu'à peine 1% de la population. Et aussi une société ne grandit aussi avec une morale. Donc moi je me base sur le modèle de société que nos ancêtres ont pu mettre en place. Donc avant la colonisation en Afrique, on a vu effectivement il y avait des sociétés qui ont duré des milliers d'années sans que la population puisse contester justement le modèle de société. Bon, je parle exemple du Ghana, du Bénin, le plus connu c'est l'Égypte. Donc où effectivement une société, il n'y avait pas des millions d'habitants, pas de prison et pourquoi? Parce que la structure, c'était le chef du pays, c'était un chef spirituel. Et mon but, justement, c'est de réintégrer aussi cette notion de spiritualité dans le fonctionnement de la société pour que les jeunes puissent être éduqués avec une morale. J'ai l'habitude de gérer des services, gérer des hommes. Donc, par rapport à toutes les formations de cadre que j'ai pu faire en tant qu'officier de sapeur-pompier, donc j'ai les outils pour mener à bien justement de telle mission. Moi, je pars du principe que quand même l'outre-mer, en général, représente 2% des électeurs et les élections présidentielles se jouent à environ 1%. Donc, il y a toujours possibilité de peser sur la balance et de faire en sorte que nous soyons entendus. Si je suis retenu, si par miracle, parce qu'il faut reconnaître, c'est un parcours de combattant, par miracle, j'ai les 500 signatures permettant de me présenter, là, effectivement, il y aura une subvention, un acompte de 153 000 euros qui sera donné par l'État. Et avec ces 153 000 euros-là, je pourrais effectivement faire balancer vraiment une campagne de propagande. En bref, notez que la mission locale ferme ses portes pour organiser la transition. Depuis lundi, les 8 antennes de la structure d'aide aux jeunes se donnent 3 semaines pour appliquer la restructuration interne. Ainsi, l'accueil du public n'est pas assuré. Réouverture prévue le 12 décembre.
Comment mieux protéger les enfants? La question est au cœur d'une semaine de rencontres orchestrées par la CTG. Depuis ce matin, spécialistes, magistrats et associatifs sont réunis pour partager leurs observations et travaux. Et aujourd'hui, l'Outre-mer était à l'honneur avec Saint-Martin, Mayotte, la Guadeloupe et la Guyane afin de soulever ensemble des problématiques communes et tenter d'agir en réseau. Ayodele Germa. La protection de l'enfance concerne près de 2000 familles en Guyane, couvertes par 20 millions d'euros par an d'aide à l'enfance. Les enfants qui nous sont confiés sur décision judiciaire ou bien administrative, ils sont en danger ou en risque de l'être. Ça veut dire que leur développement, il est compromis par des conditions qui ne sont pas idéales. Et donc on va parler de mise en danger, ça peut être la moralité, le développement physique, le développement psychique. Enfin, il n'y a pas encore de définition de la notion de danger puisqu'elle ne sera pas la même en Guyane, la notion de danger, que dans un département de l'Hexagone, en Creuse par exemple. Le logement, la problématique du logement, c'est pas la même dans tous les départements. C'est pour ça que le législateur n'a pas défini la notion de danger. Donc ça laisse aux juges et aux services de l'aide sociale à l'enfance une certaine liberté, voilà, pour voir et apprécier la notion de danger. Sont considérés en danger les enfants en carence éducative, ceux en situation d'errance, mais aussi ceux victimes d'addiction. Les Outre-mer ont en commun le manque de moyens pour faire face à la demande. À Mayotte, par exemple, on dénombre 3000 mineurs isolés. Presque autant que sur tout le territoire national. Et donc, la question de l'immigration clandestine qui vient se greffer à cette question. La même chose qu'à Guyane, l'IGAS nous dit, il nous faut, pour pouvoir fonctionner à l'année, 10 millions d'euros, 9,6 millions pour être tout à fait précis. La question de l'enfance coûte ce que cela coûte, ça coûtera ce que ça coûtera. Autre point de similitude entre les Outre-mer, la jeunesse de la population qui nécessite plus de structures d'encadrement de l'enfance en danger. 35% de la population saint-martinoise a moins de 20 ans. J'ai vu que la population guyanaise est très jeune et c'est la même chose pour Mayotte qui est présent. Nous allons mettre en place un foyer éducatif pour soulager ces familles d'accueil parce que parfois elles se retrouvent en réelle difficulté et il y a des enfants qui méritent d'être dans un cadre beaucoup plus cadré que dans une famille d'accueil. La semaine de la protection de l'enfance se poursuit jusqu'au 29 novembre. Demain, au Zéphyr de Cayenne, une rencontre territoriale destinée à améliorer les politiques publiques en matière de protection de la jeunesse. On poursuit tout de suite avec une question. Les usagers sont-ils réellement en sécurité lorsqu'ils sont hospitalisés? La question se pose en ce moment aux Antilles, au cœur de la semaine de la sécurité des patients. Au CHU de Martinique, mais aussi en Guadeloupe, des actions sont menées en ce moment. Un œil en Guadeloupe tout de suite, regardez. Comme tous les usagers qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge, Marion se rend au bureau des admissions. Bonjour madame, voilà, je viens faire l'admission de ma cousine qui est hospitalisée en pneumologie. Voilà, donc le service m'a donné cette fiche à boromètre, c'est pour ma cousine Marie Dupont. Nom, prénom, adresse sont autant d'informations nécessaires. Donc dans l'immédiat, dans l'urgence, afin de pouvoir faire son hospitalisation, j'ai accepté de prendre les papiers, mais n'oubliez pas que vous me ramenez dans les délais les plus brefs, la carte de sécu, la carte de mutuelle, surtout sa pièce d'identité. Pourtant, une erreur peut vite arriver, notamment dans l'orthographe du nom du patient. Ah non, pardon, excusez-moi madame. C'est bien Marie Dupont. Le problème, c'est que donc Marie, ça s'écrit avec un Y et pas un IE à la fin, et Dupont, c'est un T. Et pas un D. Le formulaire d'admission est à refaire. Une bonne identification est primordiale pour garantir la sécurité des soins du patient. Lorsque, dès l'admission, on s'est trompé sur l'identité du patient, il faut savoir que tout au long de son séjour au CHU, ou alors même s'il vient qu'au niveau des urgences, il faut savoir que cela aura une incidence au niveau des examens, au niveau du suivi médical. Car enregistrer une identité, ce n'est pas juste un geste administratif. Il faut savoir que derrière, il y a toute une incidence médicale qui accompagne le dossier du patient. Un formulaire d'admission est un document obligatoire et standardisé par tous les hôpitaux. Au niveau de la direction qualité du CHU, nous accompagnons tous les secteurs d'activité de l'établissement, notamment la cellule d'identitovigilance et l'autorité de gestion de l'identité, pour la mise en place de ces documents, je dirais, nécessaires à la prise en charge et pour mettre en face ce qu'on appelle les barrières de sécurité en matière de prise en charge.
En résumé, une bonne admission et c'est une hospitalisation de qualité sans stress. Retour chez nous pour s'intéresser à présent aux événements de novembre 96 avec notre invitée ce soir, Clarisse Beaufort. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on se replonge avec vous ce soir dans cette période à Cayenne où Cayenne est secouée par de vives tensions et plusieurs nuits d'émeutes surprennent la capitale, en tout cas à la source. La révolte de lycéens qui militent pour un rectorat en Guyane. Il était jusque-là basé, pour expliquer, en Martinique, pour la Guyane et pour la Guadeloupe. Vous, à l'époque, vous avez 22 ans, vous êtes l'aîné de votre classe en terminale, vous étudiez au lycée Félix Éboué et tout part de votre classe à partir d'un problème d'informatique. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc de notre classe, mais il y avait aussi une autre classe d'SMS qui n'avait pas de professeur. Et donc, nous, on préparait le bac, donc c'était tout à fait normal qu'on avait besoin de matériel. Pour nous, c'était des revendications justes, simples. Et quand on a été voir le proviseur, il nous dit qu'il avait peint mains liées et pieds liés pour pouvoir, il ne peut rien faire pour nos revendications. Donc de ce fait, on s'est mis en comité, on a réuni toutes les classes, tous les délégués du lycée Félix Éboué. On a décidé de faire une grève, un mouvement. Alors donc à l'époque, pas de réponse au niveau local par rapport à tous ces problèmes de matériel. Et puis vous êtes aussi allé à la rencontre des autres lycéens, d'autres établissements pour recueillir aussi leurs difficultés. Oui, puisqu'on n'avait pas de réponse. Donc on s'est dit, bon, on fait quoi? Donc on était voir les délégués des autres classes. On a constaté le même cas. Pas de matériel, pas de professeurs, des absentéismes. Donc on s'est dit, une grève générale. Et donc très vite, il est question de réclamer la présence d'un rectorat en Guyane, mais ce n'était pas tellement l'objectif au départ. Non, au départ, en fait, on demandait des choses simples, puisque nous allions au baccalauréat. Donc, on a été voir la son académie, on a été voir le conseil régional, il n'y avait pas de réponse, il nous disait que oui, qu'on dépendait de la Martinique. La Martinique n'est pas de réponse, donc on s'est dit, on veut un rectorat en Guyane. Alors le mouvement prend forme avant les vacances de la Toussaint, et puis il se poursuit même pendant les vacances. Et puis ensuite, des nuits d'émeutes font rage dans Cayenne, il y a des pilleurs qui profitent des événements pour s'en prendre à plusieurs enseignes. Comment est-ce que vous vivez cette tournure des événements à l'époque? Alors en ce moment, on était à la préfecture, d'accord. On demandait au préfet de voir le ministre, d'avoir un courrier pour que le ministre vienne en Guyane. Et entre-temps, on n'a pas eu de réponse. Donc on a tenu bon, parce que nous étions quand même des lycéens bien déterminés. Et on avait cette solidarité-là de pouvoir tenir. Donc ce jour-là, je peux vous dire qu'il a eu un malaise, le préfet. Au moment où on l'évacue, qu'est-ce qui se passe? Les CRS nous chargent. Et donc finalement, les forces de l'ordre s'en prennent à ces jeunes qui mènent un mouvement qui effectivement, qui n'ont rien à voir. Donc D'accord. à ce moment, on n'a pas compris. Mais bon, là, on se faisait quand même... C'était dur quand même. Et alors, une poignée de professeurs quand même vous soutient à l'époque. Et puis la population, elle est avec vous. Rappelons qu'à l'époque, un sentiment de défiance vis-à-vis de l'État français régnait un peu au sein de la population guyanaise. Et puis des parents donc descendent dans les rues à vos côtés pour manifester. Et donc votre mouvement prend de l'ampleur. Comment ça s'est passé ce lien avec ces deux professeurs? Alors, avant tout, je voulais revenir juste par rapport au préfet quand on a chargé. Donc, notre porte-parole à l'époque était Aline Charles. Donc, elle a fait un appel à la population. Parce qu'en fait, quand là, c'était trop. C'était trop quand même. Il fallait que tout le monde puisse se mettre ensemble pour pouvoir avoir quelque chose. Donc, de ce fait, la population s'est mise avec nous. Et pour revenir, c'est ces deux professeurs que je rends hommage. C'est M. Brem, Dominique, et M. Lutz, qui est malheureusement plus parmi nous, qui nous a vraiment soutenus. Et ce sont les deux seuls qui ont soutenu, en tout cas au départ, le mouvement? Au départ, il y avait les professeurs, vous savez, hein, quand tout est beau, bon, un jour, 2 jours de grève, ça va, ils vont se calmer. Mais quand ils ont vu qu'on était vraiment déterminés, je peux vous dire que ça a changé. Hein. Et là, nous étions des élèves qui ne voulaient pas aller à l'école, des élèves qui ne voulaient pas obtenir le bac, des élèves vraiment, qui étaient, et alors que c'était vraiment une cause juste qu'on voulait. Il y a presque 20 ans, du coup, presque jour pour jour, le 19 novembre, le ministre donc, de l'Éducation, François Bayrou, surprenait la Guyane avec une visite accompagnée du ministre de l'Outre-mer, Jean-Jacques Peretti. De Peretti, une bonne surprise pour vous, en tout cas, les militants sur place? Une bonne surprise.
Oui, mais c'était un combat quand même pour pouvoir obtenir. Et il fallait qu'on ait cette poigne-là toujours quand même pour pouvoir obtenir la signature de l'obtention du rectorat. Jusqu'au bout. Vous étiez une poignée de lycéens à rencontrer directement le ministre avec le préfet à nouveau. Comment s'est passée cette rencontre-là? Alors cette rencontre, beaucoup de tension, parce qu'en fait, quand on voyait que c'était des paroles, c'était des mots, mais on ne voyait pas de signature, on ne voyait rien. Donc c'est vrai que ça durait vraiment des heures, ça durait vraiment des heures, et pour après 20 heures obtenir enfin ce fameux rectorat. En tout cas, ça a été annoncé, et donc il y a la reprise des cours et tout le monde qui essaye de rattraper le temps pour avoir le bac, notamment vous. Donc voilà, il y avait cette satisfaction d'obtenir le rectorat, mais je vous assure que le plus beau cadeau, ce qu'on a eu, c'est d'avoir notre bac, parce qu'il fallait rattraper les 1 mois et demi, et il fallait cravacher, il fallait travailler. Donc on l'a fait, on l'a obtenu, et nous avons tous eu notre bac ce jour-là. Et félicitations, donc 20 ans plus tard, en tout cas, finalement, donc, le décret a été signé le 26 décembre, voilà, pour la mise en place d'un rectorat. Chacun a son bac. On avance et on fait sa vie. 20 ans plus tard, que vous inspire le résultat? Ce que vous voyez aujourd'hui du rectorat. Alors 20 ans plus tard, moi je m'adresse à la population. 20 ans plus tard, maintenant c'est pas novembre 96 uniquement. C'est la population qui doit se lever, parce que nous avons tous maintenant des enfants. On voit comment l'éducation maintenant, c'est très difficile. Donc j'appelle à la population de pouvoir vraiment se réunir et qu'on puisse vraiment faire un 96, mais vraiment avec beaucoup plus de résultats pour que nos enfants puissent réussir demain. Un 96 2016 2016. Ou l'année prochaine? Point d'interrogation. On verra. En tout cas, merci beaucoup Clarisse Beaufort d'avoir répondu à nos questions sur ces événements de novembre 96. Merci. On poursuit avec toute autre chose maintenant. Dans le domaine du développement durable, les idées sont toujours nombreuses et rivalisent d'originalité pour sensibiliser. En Guadeloupe, la collectivité d'agglomération du Sud-Basse-Terre a choisi de présenter son spectacle « L'homme poubelle », comédie préventive, sinon amusante, qui a su en tout cas faire rire les enfants présents à la représentation. Karen Diama. Donc j'ai fait tout ce costume-là pour réduire, pour que les gens se rendent compte que plus on amasse de poubelles et moins on a du mal à se déplacer, moins on a du mal à être vivant sur cette terre. Dans son costume entièrement fait de déchets, l'homme poubelle apprend aux élèves à préserver leur environnement. Lui, il nous a dit qu'il faut recycler, il ne faut pas jeter les déchets dans la nature, sinon on ne pourra plus vivre, on ne va être plus là. Tri, recyclage, tout y passe. On peut faire une fusée avec les bouteilles et aussi... On peut faire une voiture aussi, des voitures. Et aussi, on peut faire une voiture qui s'envole comme ça, avec un tuyau et des petites roues de vélo. Plus ludique, mais aussi plus efficace, l'univers de l'homme poubelle a véritablement été pensé pour sensibiliser les plus jeunes. Les enfants, les chiffres, ça leur passe un peu au-dessus de la tête. Ils ont du mal à s'imaginer ce que ça peut être, un volume, une quantité de déchets. Alors que là, l'idée, c'était vraiment leur montrer visuellement et qu'eux fassent après la prolongation de ça, qu'est-ce que ça peut représenter, mais qu'ils voient visuellement qu'est-ce que c'est un homme poubelle, qui est une planète poubelle en fait. Missionné par la CASBT, il s'agissait de sensibiliser la population à la préservation de son cadre de vie. La CASBT a mis en place ce projet dans le but de sensibiliser le jeune public et ainsi que les adultes à la préservation du territoire et aux gestes de tri. Pour l'homme poubelle, le travail ne s'arrête pas là. Après l'école de Versailles, il s'est rendu à Saint-Claude. Demain, il sera à Vieux-Fort et devrait terminer son parcours jeudi et vendredi à Marie-Galante. Ainsi s'achève cette édition. Avant de se quitter, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. L'expansion notamment des chantiers de la ville de Cayenne dans le cadre du plan de développement et de rénovation urbaine de 2008. Un avenant a été co-signé par le maire, le préfet et la CTG. Ce matin, dans la foulée, la première pierre d'un nouveau hall sportif a été déposée. La décision du juge des référés en réponse à la demande de la CACL est tombée. Le conflit se poursuit mais devra cesser d'entraver l'entrée de la régie communautaire des transports. Les grévistes ne démordent pas, ils restent en place.
Enfin, un séminaire sur la protection de l'enfance. Plusieurs spécialistes s'interrogent ensemble sur la question depuis ce matin. Aujourd'hui, l'outre-mer était à l'honneur autour de problématiques communes. Avant de se quitter, notez que demain, nous diffusons sur ATV Guyane le débat de l'entre-deux-tours dans la primaire de la droite et du centre. Débat qui terminera un peu tard. Ainsi, on se retrouvera à compter de 19h15 demain soir. Alors, ne bougez pas. Restez avec nous. Très bonne soirée à vous. À demain. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.